Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je dirige l'Institut français des relations internationales, mais je ne préside pas. Voilà, c'est une précision importante. Merci beaucoup pour l'invitation qui m'a été adressée par les universités, par le service historique de la Défense. Jean de Préneuve vient de nous quitter, mais il m'a indiqué juste avant ce que je devais dire. Donc je vais essayer de suivre ses instructions à la lettre. C'est-à-dire d'essayer de réfléchir à l'accélération de l'histoire, qui est le titre du livre que j'ai publié en janvier dernier, et au Détroit, qui est le sujet qui est au cœur de vos travaux depuis hier. Alors, avant de m'intéresser aux 5 grandes accélérations que j'ai essayé d'identifier, 4 remarques liminaires sur la manière dont j'ai essayé de réfléchir à la situation géostratégique actuelle en me focalisant sur les détroits. La première remarque, c'est que ça fait plusieurs années que j'essaie de réfléchir à la dialectique entre territoire et flux. C'est-à-dire qu'il y a une vision géopolitique assez classique et assez primaire, dirais-je, qui s'intéresse beaucoup au territoire. Pas revenir sur toutes les références que nous connaissons parfaitement, de Mackinder à Mahan. Mais je pense que ce qui caractérise la situation actuelle, c'est la continuation de la mondialisation, comprise comme l'intensification des flux. En ce qui concerne les flux commerciaux, on est dans une phase de stagnation. Mais ce qui est certain, c'est qu'en ce qui concerne les flux humains et les flux de données, nous allons continuer d'être dans une croissance très forte, voire exponentielle pour les flux de données. Donc depuis quelques années, dans le cadre de mes recherches à l'IFRI, j'ai essayé d'orienter des travaux sur les flux et de présenter les territoires comme des aimants qui attirent des flux ou qui au contraire les repoussent. Au fond, à mon avis, le travail politique consiste à choisir des flux qualifiés, des flux qui permettent l'enrichissement au détriment d'autres flux qui sont peut-être plus néfastes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le livre est né en mer de Chine, puisque j'ai eu l'occasion d'embarquer sur la Lorraine en juillet 2023, en embarquant à Manille et en débarquant à Singapour. Et ce qui m'a frappé lors de cette expérience, c'est le fait qu'à un moment, le commandant, pour ne pas le nommer Xavier Bagot, a décidé d'accélérer, ce qui est une décision assez ordinaire, mais qui a conduit la Lorraine à naviguer à 27 nœuds pendant à peu près 12 heures, pour 3 raisons principales. La première était de devancer un typhon, la deuxième était de semer une frégate chinoise qui marquait la Lorraine depuis Manille, et la troisième était de rejoindre un ravitailleur américain. Et donc, j'ai vu dans une décision somme toute ordinaire et tactique le reflet d'une configuration beaucoup plus large, c'est-à-dire la prise en compte de la dimension environnementale, même si évidemment c'est un truc d'écriture, je ne fais pas un lien direct entre le typhon et la dégradation de l'environnement, mais vous voyez ce que je veux dire. La situation évidemment par rapport à la marine chinoise, la question en fait que je me posais, c'était est-ce que l'argumentaire patiemment construit par la marine française, consistant à dire la marine chinoise construit tous les 4 ans l'équivalent de la marine française, était entre guillemets vrai ou observable. C'est-à-dire, très bien, elle construit ça, mais où est cette marine chinoise? En réalité, cette marine chinoise est en mer de Chine et elle quadrille la mer de Chine. Et puis la troisième dimension, c'est la dimension OTAN, puisque évidemment en mer de Chine, nous ne sommes pas dans une zone OTAN et que l'allié américain, pour le dire un peu crûment, n'attend pas la France. Et que donc il faut, d'une certaine manière, trouver des modes opératoires quand on est dans des zones qui ne sont pas des zones OTAN par rapport aux interactions avec nos alliés dans le cadre de l'OTAN. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que la discussion souvent sur les questions stratégiques, je pourrais évoquer un certain nombre de cadres, me frappe souvent par son côté très en silo et la difficulté qu'elle a à intégrer les dimensions commerciales, énergétiques, climatiques. Pour le dire autrement, peut-être comment, au fond, sur un raisonnement géostratégique qui est probablement très partagé dans cette salle, comment ce raisonnement s'adosse sur un raisonnement plus géoéconomique. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, il n'y a pas, à mon sens, de réflexion militaire ou diplomatique sérieuse qui ne prenne pas en compte
la situation économique des acteurs. C'est une évidence, mais c'est une évidence, à mon avis, que nous avons tendance à oublier et qui va se rappeler, ou qui commence déjà à se rappeler à nous de manière extrêmement brutale. Donc j'ai essayé d'orienter la réflexion sur une dimension plus géoéconomique, et c'est à ce titre que les détroits ont été très, très utiles, puisque je voulais faire un tour d'horizon géostratégique en 150 pages, en concentrant l'attention du lecteur sur 3 détroits principaux, le Bosphore, Hormuz et Bab el-Mandeb, et Taïwan. Alors le Bosphore, pour des raisons probablement sur lesquelles vous avez déjà réfléchi, la Convention de Montreux, l'articulation mer Noire, Méditerranée orientale, et le fait qu'à mon sens, la guerre d'Ukraine, qui est la principale rupture en réalité géostratégique de ces 10 dernières années, qui a commencé, pas en février 2022, mais qui a commencé par l'annexion de la Crimée, annexion très sous-estimée dans ses effets politiques en mars 2014. La guerre d'Ukraine a aussi une dimension navale et a aussi comme objet, à mon sens, la question de la stabilité de la mer Noire. Donc ça, c'était la première raison. Pour Hormuz et Bab el-Mandeb, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, il y a beaucoup de raisons historiques de s'y intéresser. Le fait qu'une large partie du trafic pétrolier mondial transite par Hormuz, et puis le fait aussi qu'un pays comme le nôtre a une base aux Émirats, qui est probablement son extension stratégique la plus récente, puisque cette base a ouvert en 2009, et qu'elle s'inscrit dans une vision stratégique dite de l'Indo-Pacifique, qui à l'époque, quand cette formule était portée, parlait d'une sorte de continuité entre les Émirats, l'Inde et puis l'Australie, jusqu'à ce que l'Australie fasse un choix industriel différent. Et puis Taïwan, parce qu'il y a probablement assez peu d'exemples d'une telle concentration d'attention de tous les think tanks de la planète sur ce qui se passe à Taïwan, et actuellement en particulier. Donc c'était une manière, si vous voulez, en regardant simultanément ces 3 détroits, d'essayer d'expliquer qu'en réalité, nous sommes face à des effets de bord entre théâtres, entre la guerre d'Ukraine, entre la situation au Moyen-Orient en particulier, à mon avis, caractérisée évidemment par la rivalité existentielle entre l'Iran et Israël, et par la situation en mer de Chine, qui nous semble très loin, mais où se joue, à mon sens, un certain nombre d'éléments décisifs. Vous mentionniez cette tension entre la liberté de navigation et les zones économiques exclusives. C'est effectivement quelque chose qui est en train de rejouer actuellement en mer de Chine. Et puis la 4e raison qui m'a conduit à m'intéresser au détroit, c'était au fond d'essayer de proposer au lecteur une sorte de pyramide de Maslow stratégique. C'est-à-dire d'indiquer que par le canal du Bosphore transitait le blé produit à la fois par l'Ukraine et la Russie, avec un effet géoéconomique tout à fait sous-estimé, puisque les deux pays représentaient début 2010 10% des exportations mondiales de blé, et juste avant février 2022, ils représentaient 30% des exportations mondiales de blé. Donc une des premières conséquences de la guerre d'Ukraine, indépendamment de la rupture de la relation énergétique entre la Russie et l'Union européenne, sont les effets sur les pays du pourtour méditerranéen et sur un certain nombre de pays africains, de cette tension sur le trafic du blé. Donc la base, l'élément élémentaire, la base de la pyramide de Maslow, le blé, c'est-à-dire l'alimentation. Sur le niveau intermédiaire, évidemment, c'est le pétrole et le gaz, c'est-à-dire qui restent tout à fait au cœur de nos systèmes productifs. Je rappelle toujours que le mix énergétique mondial reste à 85% fossile. Alors évidemment, massivement charbon, mais pétrole et gaz, et que c'était la même proportion début des années 90. C'est-à-dire qu'en réalité, tous les efforts faits en termes de déploiement des énergies renouvelables ont surtout permis d'absorber le delta qui correspond fondamentalement à l'augmentation de la demande mondiale. Mais ça renvoie au fait que la circulation du pétrole et du gaz reste décisif à la fois dans le fonctionnement des appareils productifs des économies avancées et d'autre part dans les modèles de développement d'un certain nombre de pays dits émergents. Puis la troisième, le sommet, au fond de cette pyramide de Maslow, ce sont les puces électroniques, le fait que désormais nous sommes face à une mise en données du monde, que tous nos comportements
produisent des données, qu'ils soient nos comportements de consommation ou nos comportements politiques, et que ces données sont exploitées par des systèmes qui reposent sur, pour faire simple, des puces électroniques. Et que vous avez 80% de ces puces électroniques qui sont produites par 3 pays, 50% à Taïwan, et en particulier les plus sophistiquées, les plus petites, le Japon et la Corée du Sud. Aujourd'hui, l'Europe représente moins de 8% de la production mondiale de microprocesseurs, avec une ambition à 2040 d'être à 20%, ce qui est une ambition démesurée à mon sens par rapport aux forces en présence ou aux investissements industriels que cela requerrait. Voilà, donc c'était l'idée au fond de proposer au lecteur, fixez votre attention simultanément sur ces 3 parce qu'il y a des effets de bord. Ce qui se passe dans le Donbass a des effets à Gaza, et ce qui se passe à Gaza a des effets dans le Donbass, pour faire simple. Et en même temps, ça vous permet d'avoir une compréhension d'un système mondial très complexe qu'il faut essayer de simplifier, à mon sens. Et cette idée d'une pyramide de Maslow stratégique permet de faire comprendre qu'on ne peut pas se désintéresser à la fois de ce qui est élémentaire, l'alimentation, de ce qui est nécessaire à la production, le pétrole et le gaz, et enfin ce qui relève de la technologie, mais qui est une technologie désormais omniprésente, les microprocesseurs. Alors après ces 4 remarques introductives, ce que je vous propose, c'est peut-être d'évoquer cette idée d'accélération qui, pour les historiens dans la salle, ils m'excuseront, je suis moi-même historien de formation, c'est le lieu commun par excellence, l'accélération de l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un historien qui ne vous dira pas que la période qu'il étudie n'est pas une période d'accélération, de profonde transformation. Donc c'est vraiment un lieu commun de parler d'accélération. Mais c'est néanmoins le seul mot que j'ai trouvé en rentrant de mer de Chine pour exprimer cette impression très particulière que toute action provoque déjà une réaction militaire en mer de Chine. C'est-à-dire que c'est déjà une zone d'opération. Et que quand on navigue en mer de Chine, effectivement, on comprend la mondialisation sous 2 aspects. D'abord que très clairement, le centre de gravité du système monde s'est déplacé en Asie-Pacifique et nous sommes dans un mouvement là aussi accéléré de provincialisation de l'Europe. Et la deuxième chose, c'est ce lien visible entre le flux énergétique qui vient du Moyen-Orient et qui va nourrir les marchés chinois, japonais, coréens, et le retour par des produits finis qui ensuite vont vers les marchés africains, sous-continent indien et européen, sans parler évidemment de la dimension interpacifique. Donc la première accélération sur laquelle j'insiste toujours, c'est celle évidemment de l'accélération de la dégradation de notre environnement, dans ces 3 composantes principales que sont le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité et les pollutions. Donc ça peut nous sembler des sujets plus ou moins éloignés selon l'attention ou l'intérêt qui nous motive sur ces questions environnementales. C'est en réalité devenu tout à fait décisif et bien au-delà des simples conséquences en termes d'opération. C'est-à-dire que c'est devenu décisif sur l'élaboration d'un certain nombre de politiques publiques, sur l'orientation des grandes organisations internationales. Je pense en particulier aux ODD, aux Objectifs de développement durable, qui ont été lancés en 2015, qui arrivent à échéance en 2025. Il y a 17 ODD. Sur un tiers de ces objectifs, nous sommes dans une situation dégradée par rapport à 2015. Et enfin, c'est pour un certain nombre de grandes organisations au cœur de leur business model, avec, selon leur zone de localisation de leur centre de décision, une pression de plus en plus forte, notamment de notation extra-financière, sur les choix qu'ils peuvent faire en la matière. Donc, la manière d'illustrer cette accélération, c'est un chiffre que j'ai trouvé lors des recherches, c'est-à-dire on a depuis 2016, donc moins de 10 ans, une augmentation de la température moyenne mondiale de 0,2 degrés centigrades, c'est 1/5 de degré, c'est quelque chose qu'on peut commencer à se représenter personnellement. Et cette accélération, évidemment en moyenne, fait que toutes les zones sont concernées, mais certaines peut-être plus directement que d'autres, et en particulier une des zones les plus concernées, c'est le sous-continent indien. Donc ça, c'est le premier point, accélération du réchauffement climatique, et une tendance qui consiste à voir s'éloigner les objectifs des accords de Paris. On parle de plus en plus d'adaptation aux 2 degrés plutôt que le respect du 1,5 degré qui était prévu
par les accords de Paris. Deuxième accélération, celle de la propagation technologique, et en particulier, on est depuis 2022 avec ChatGPT dans un moment de démocratisation de l'intelligence artificielle au sens le plus large du terme, générative, qui a déjà des conséquences très visibles en termes de production, en termes d'éducation et en termes d'information. Alors en termes de production, c'est évident que ça va avoir des impacts sur des effets de productivité et que c'est évidemment très recherché par des systèmes économiques vieillissants sur le plan démographique. Évidemment le Japon, mais désormais la Chine et l'Europe. Donc il y a une question assez décisive sur la capacité, au fond, de faire des gains de productivité pour des populations vieillissantes. La deuxième transformation, c'est en termes d'information et de désinformation, c'est-à-dire comment des espaces démocratiques publics restent valables dans des logiques où l'intelligence artificielle va produire de plus en plus de contenu. Donc ça, c'est déjà visible, au fond, hein, et ça nous conduit déjà à réfléchir à ce qu'on appelle le post-truth, hein, le fait que le simple établissement des faits redevient un enjeu politique, et ça va être démultiplié par les éléments d'intelligence artificielle. Et en termes d'éducation, ce qui est tout à fait frappant pour les enjeux technologiques en général et ceux d'intelligence artificielle en particulier, c'est l'hyperconcentration de la création de valeur d'une part, et d'autre part des acteurs, c'est-à-dire qu'en réalité ce sont des petits contingents de personnes qui ont un rôle tout à fait démultiplié avec la mise en place de ces outils. Et donc la question, c'est où sont formées les personnes qui s'intéressent et qui font de l'intelligence artificielle, et comment circulent-ils à l'échelle globale. Et la réponse, c'est que c'est probablement des éléments de circulation qu'on maîtrise mal. Il y a un cadre transatlantique très clair, mais il y a aussi des cadres qu'on voit moins bien, comme par exemple le cadre entre la Chine et les pays du Golfe. Je pense en particulier au partenariat sur lequel on a commencé à travailler à l'IFRI entre les Émirats et la Chine en matière d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est la deuxième grande accélération. Au fond, on est dans un moment pour l'intelligence artificielle générative qui est comparable à l'arrivée, il y a une génération, des réseaux sociaux. Donc ça va très vite, et avec des effets, encore une fois, démultipliés, c'est-à-dire des solutions qui seront de plus en plus embarquées, hein, sur nos PC aujourd'hui, demain sur nos portables, et donc aussi l'apprentissage que cela va nécessiter. Troisième accélération, c'est celle de la dépense militaire mondiale. Bon, ça sont des choses désormais malheureusement bien connues. Je me suis beaucoup exprimé publiquement sur ce sujet, mais toujours rappeler qu'en fait, nous, Européens, nous sommes aujourd'hui devant un désarmement structurel qui a commencé au début des années 70, puisqu'nous étions en moyenne entre 3 et 4% de dépenses militaires de PIB au début des années 70, et on est aujourd'hui en dessous de 2%. La particularité de ce désarmement structurel, c'est qu'il a été accompagné par d'autres après 91 et la chute de l'URSS, c'est-à-dire qu'il y a eu un désarmement à la fois en matière stratégique nucléaire de la part des États-Unis et de la Russie post-soviétique. Mais ce que les Européens ont continué à faire, c'est à désarmer après le 11 septembre, alors que tous les compétiteurs stratégiques ont réarmé rapidement après le 11 septembre 2001. En particulier les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, l'Indonésie, la Turquie, etc. Donc en fait, la situation dans laquelle on est une situation critique, dans la mesure où nous sommes au terme de 2 générations de désarmement structurel par rapport à des compétiteurs stratégiques qui réarment depuis une génération. Et que cette tendance a été cassée à partir de 2017 par la décision du président Macron de réarmer, suivi par un certain nombre d'autres pays européens, avec des disparités très fortes, hein, puisqu'on a aujourd'hui des pays européens qui sont à 4% de dépenses militaires. Je pense à la Pologne, par exemple, et des pays qui se rapprochent des 2%, avec une grande question qui est la constance du choix allemand annoncé après février 2022. Cette dimension est très importante, puisque dans le même temps, on a une situation où la Chine et les États-Unis représentent 56% de la dépense militaire mondiale, et il faut avoir à l'esprit les ordres de grandeur, si vous voulez. Les États-Unis, c'est toujours l'addition des 10 budgets suivants.
Et c'est le même ordre de grandeur en termes de capitalisation boursière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la capitalisation boursière des États-Unis, qui a très fortement augmenté, contrairement à ce qu'on lit en Europe, après la crise de 2008, c'est l'addition des 10 capitalisations boursières mondiales suivantes. Ce qui donne un ordre de grandeur et la situation aujourd'hui de décrochage économique et de décrochage technologique qui est celle de l'Europe par rapport aux États-Unis. Quatrième accélération, c'est l'accélération de la montée en puissance des BRICS+. C'est-à-dire que l'émergence économique sur laquelle on a tous travaillé post-1991 se traduit désormais en revendications stratégiques tout à fait explicites. Et que le BRIC, l'acronyme BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, si vous vous en souvenez, est un acronyme forgé par Jim O'Neill, qui était à l'époque chief économiste de Goldman Sachs, début des années 2000, 2001, dans une stratégie d'investissement, c'est-à-dire de dire, au fond, ces 4 pays seront à terme, et le terme pour lui à l'époque était 2040, seront plus importants en proportion du PIB mondial que les pays du G7. En fait, il a eu raison trop tôt, puisque depuis 2022, les BRICS, l'Afrique du Sud ayant rejoint le groupe en 2011, les BRICS ont dépassé le G7 et qu'ils se sont élargis à 5 nouveaux membres depuis janvier 2024, l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats, ce qui leur donne une dimension évidemment énergétique très importante, et qui dit dimension énergétique de producteur, ça a évidemment des incidences sur l'usage du dollar dans les flux énergétiques mondiaux, auxquels s'ajoutent l'Éthiopie et l'Égypte, ce qui donne aussi une dimension maritime et navale, à mon avis, insuffisamment commentée depuis la formation de ce groupe. Alors en ce qui concerne les BRICS+, on a aujourd'hui 2 tendances très visibles. En leur sein, d'abord des tensions qui restent fortes et des rivalités, notamment entre la Chine et l'Inde, également entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc ça montre néanmoins que la Chine est parvenue à normaliser la relation diplomatique entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est quand même une évolution tout à fait notable. Dans le même temps, l'Arabie Saoudite, qui, à mon avis, n'a absolument pas renoncé aux accords d'Abraham et donc à une relation aussi avec Israël. On pourrait y revenir dans les questions. Mais donc il y a cette tension, il y a un effet de trompe-l'œil dans les BRICS. Je ne parle pas des BRICS+, mais des BRICS, c'est-à-dire que l'effet de trompe-l'œil, c'est le fait que sur le plan en termes de croissance et de transformation, l'élément central, ça a été la fulgurance du développement chinois, et dans une moindre mesure indien, et les désillusions sur les modèles russes et brésiliens. Aujourd'hui, on a donc 2 tendances qui travaillent les BRICS, une tendance résolument anti-occidentale et affichée comme telle, au premier rang desquelles se trouve la Russie de Vladimir Poutine, suivie par l'Iran et dans une moindre mesure par la Chine. La moindre mesure est un élément d'analyse important, en fait, parce qu'en même temps, la Chine soutient évidemment la Russie dans son effort de guerre en Ukraine, j'y reviendrai. Et l'autre tendance, qui est la tendance, je dirais, du multi-alignement, pour reprendre la formule maintenant utilisée par la diplomatie indienne, incarnée par l'Inde et le Brésil, qui consiste fondamentalement à ne pas rentrer dans des logiques d'alliance et à essayer de maximiser les bénéfices tirés de la mondialisation. Donc cette accélération est frappante. Elle est aussi liée politiquement à l'émergence de cette notion de Sud global ou de Sud, moi je parle plutôt de Sud transactionnel. Au fond, le point commun, à mon sens, c'est le fait d'une contestation désormais politique et très construite dans le champ informationnel d'opposition à l'Occident. Mais davantage que l'opposition à l'Occident, c'est à mon sens, ce que nous avons du mal à voir, c'est une contestation de la position des Européens au sein de l'Occident. Beaucoup plus qu'une contestation des positions américaines, lesquelles en tendance restent stables. C'est-à-dire que quand on regarde les 3 grands pôles de l'économie mondiale que sont États-Unis, Chine et Europe, en fait, depuis 2010, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis sont comme ça, la Chine fait ça et l'Europe fait ça. Et donc, cette contestation est de plus en plus vive sur 2 registres principaux. D'abord, le poids économique et démographique de l'Europe à l'échelle globale, et d'autre part, la surreprésentation des Européens dans les instances onusiennes ou dans les circuits internationaux, au regard de leur poids réel.
Cinquième et dernière accélération, euh, celle qui, à mon avis, nous fait entrer beaucoup plus vite que ce à quoi nous attendions dans le troisième âge nucléaire. Alors, troisième âge nucléaire, au fond, c'est le premier, celui de la guerre froide, avec la grammaire de la dissuasion de part et d'autre, le principe de destruction mutuelle assurée, de parité, etc. Tout ça de 45 à 91, dirais-je. Le deuxième âge, c'est l'âge du désarmement. On a eu une période de désarmement nucléaire, en particulier au niveau stratégique, très importante, entre les États-Unis et la Russie, qui représentent toujours 90% de l'arsenal nucléaire mondial. Mais le troisième âge, c'est la prolifération, et le fait qu'aujourd'hui, la prolifération, et deux, l'usage du nucléaire qui est fait en termes militaires. C'est-à-dire que les trois pays les plus sanctionnés au monde par les Occidentaux, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, sont dans une entente militaire en Ukraine, soutenue par la Chine, et que par ailleurs, ce sont trois pays porteurs d'une crise nucléaire, chacun à leur manière. La Russie, avec la sanctuarisation agressive à laquelle elle s'est livrée dès mars 2014, et une rhétorique nucléaire qui est omniprésente dans l'espace informationnel. L'Iran, puisque au fond, avec le retrait américain du JCPOA en 2018, on a une accélération du programme nucléaire iranien, évidemment encouragé par la situation actuelle. Et puis la Corée du Nord, qui nous semble peut-être à tort un cas exotique, mais qui présente la particularité d'être devenue une puissance nucléaire et balistique en une génération, en dépit de toutes les sanctions et de toutes les préventions pour faire en sorte que la Corée du Nord ne le devienne pas. Elle est devenue, au prix de l'organisation que nous savons, mais elle est devenue. Et donc ça, ce sont quand même des éléments très puissants de transformation, puisqu'encore une fois, ces trois pays sont devenus partie prenante de la sécurité européenne en Ukraine. Et que la Chine également est devenue partie prenante de la sécurité européenne en soutenant politiquement la Russie, en parlant du respect de l'intégrité territoriale partout dans le monde, sauf pour l'Ukraine, fondamentalement. L'autre élément de ce troisième âge nucléaire, c'est précisément la Chine qui est en train de produire un effort nucléaire avec un doublement de son arsenal. C'est-à-dire, pour aller peut-être trop rapidement, la Chine sort de sa logique de stricte suffisance pour rentrer dans une logique quantitative et de parité qui va conduire les États-Unis à modifier leurs calculs. C'est-à-dire que la question est de savoir quel type de grammaire nucléaire se dessine à partir du moment où on a une Corée du Nord, un Iran peut-être nucléaire, une Russie et une Chine qui augmentent leurs arsenaux. Avec ces 5 accélérations, je voudrais finir, Monsieur le Président, peut-être avec une réflexion plus en perspective historique. Je pense que ces 5 accélérations nous renvoient à deux dates pivots. La première, c'est la séquence 89-91, sur laquelle je vais revenir. Et la deuxième date pivot, c'est celle qui a été ouverte par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Il y a donc 35 ans, on s'en souvient tous, hein, entre 89 et 91, il y a eu une transformation très rapide et très profonde du système international par 4 éléments principaux. Le premier, la répression de Tiananmen en Chine, qui nous rappelle ce que nous n'avons pas voulu voir pendant des décennies, que le choix du Parti communiste chinois, c'est un choix vers le capitalisme global qui ne passait pas, dès 91, par la case démocratie. Deuxième élément de transformation, la chute du mur de Berlin, qui annonce à la fois la réunification allemande et, à l'inverse de la lecture chinoise, une convergence de systèmes entre économie de marché et démocratie pluraliste, permettant à la fois la création de l'euro et d'autre part justifiant les élargissements successifs. Troisième élément de transformation, la guerre du Koweït, d'annexion du Koweït par l'Irak, qui justifie la constitution d'une coalition internationale. Seuls 2 pays s'y opposent à l'époque, le Yémen et Cuba, et un pays s'abstient, la République populaire de Chine. L'URSS soutient cette coalition à l'époque. Et puis le quatrième élément de transformation, c'est évidemment la chute de l'URSS, scellée par la déclaration d'indépendance de l'Ukraine en décembre 1991.
Donc vous avez ces 4 éléments de transformation et vous voyez comme sur une période de temps, et ça correspond à cette idée d'accélération, en fait en 2 ans, on a une transformation profonde du système international qui se fait globalement au bénéfice des Européens. Et le point sur lequel je voudrais finir, c'est que je pense que l'élément de transformation introduit par la guerre d'Ukraine fait que nous sommes dans une phase qui va se faire au détriment des Européens pour une raison assez simple, c'est que l'Europe au sens large, Russie incluse, a perdu son principal avantage comparatif à l'échelle globale qui était sa stabilité stratégique. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment.